Hello! Je suis super contente que tu sois là. Ça fait un petit moment qu'on parle de mon sujet favori. Allez, ok, l'un de mes sujets favoris avec le cerveau, le true crime, la beauté. Bref, on s'est compris. Euh, dans les précédents épisodes, on a parlé du fait que ce à quoi tu prêtes attention grandit et ce que tu négliges finit par s'éteindre. On a vu aussi que l'amour au quotidien, c'est pas un sentiment qu'on garde en réserve, c'est une attention qu'on choisit, c'est un endroit où on choisit de diriger notre attention. Oui, c'est ignoble, je me suis cassé l'ongle. Euh, et on a aussi vu pourquoi cette attention, qui est pourtant tellement spontanée, naturelle au début d'une relation, a tendance à se diluer avec le temps, même chez les couples les plus heureux. Et on est d'accord que ça n'a rien d'une fatalité. Donc, avant d'aller plus loin, je veux mettre une chose au clair tout de suite parce que c'est important. Tu n'as pas besoin que ton couple aille mal hein, pour avoir envie de lui donner de l'attention, pour écouter mon contenu sur les couples. Et je trouve d'ailleurs que la plupart du contenu qui existe, la plupart des outils, des produits, des éléments qui existent visent à réparer notre couple. Je trouve ça dommage parce que je trouve que s'il y a bien un truc sur lequel c'est fun de travailler quand ça va, c'est le couple. Les couples qui restent complices, selon les études, les couples qui restent complices pendant des années, sont ceux qui prennent soin de leur lien quand tout va bien, exprès, sans attendre en fait le problème. Et on ne prend pas soin de sa santé seulement quand on tombe malade, on prend soin de soi justement pour rester en forme, pour vivre longtemps et en bonne santé. Donc, je pense que le couple, c'est exactement pareil. Si tu écoutes cet épisode, ça ne veut pas dire qu'une partie de toi inconsciemment pense qu'il y a un truc à réparer entre vous. C'est juste parce que tu es du genre à vouloir entretenir ce qui compte avant ou sans y être forcé. Et c'est exactement la bonne intuition, d'après moi. D'après moi, c'est l'intuition des couples qui durent. Parce qu'on sait à quel point l'amour c'est fragile, à quel point un couple c'est fragile, à quel point, sans qu'on ait réalisé, les choses se sont distendues ou les choses ont basculé. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec toi, je fais beaucoup de recherches sur le sujet, je lis beaucoup sur le sujet. Je vais partager avec toi ce que j'ai compris d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai compilé. Comment faire pour que les choses durent aussi longtemps que possible. Et la grande nouvelle, c'est que ben, cette méthode va pas te demander d'aimer l'autre davantage, ni de serrer les dents pour fournir un effort héroïque. Ça fait chier d'être tout le temps l'héroïne dans l'histoire. La méthode est beaucoup plus douce, beaucoup plus futée que ça. Je vais te montrer comment, selon les études, selon la littérature, les couples gardent une vraie complicité pendant 20, 30, 40 ans sans le moindre effort surhumain, juste avec une toute petite mécanique bien pensée. Et tu vas voir pourquoi ça compte au quotidien. Commençons par démonter une idée reçue parce que tant qu'on y croit, on s'épuise pour rien. Je pense que tu connais la scène par cœur. À un moment, on prend conscience qu'on aimerait se retrouver un peu plus. Alors on se dit, plein de bonne volonté, il faudrait qu'on passe plus de temps ensemble. On le dit sincèrement, on le dit du fond du cœur. Frédéric et moi faisons du vélo avec les enfants quasiment tous les dimanches. Et tous les dimanches, on se dit, ah mon Dieu, en semaine, on pourrait faire du vélo. Et soit il me dit, bébé, quand tu veux, soit je lui dis, chérie, quand tu veux je suis disponible. Et ce week-end, on a fini par se dire, il faut qu'on arrête de se dire ça, il faut qu'on fixe des dates à l'intérieur de notre planning parce que quand tu veux, ça ne veut rien dire. Et donc, je reviens à mon histoire. Donc, on se dit, ouais, il faudrait qu'on passe plus de temps ensemble, on le pense sincèrement, on le pense vraiment du fond du corps, et puis rien. Une semaine plus tard, on est exactement au même point. La vie a repris le dessus comme toujours. Et parfois, eh ben, on s'ajoute une petite couche de culpabilité. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on n'arrive même pas à faire ça? Ou pourquoi j'y arrive pour d'autres choses, mais pas pour ça? Ou est-ce que c'est un signal sur mon couple ou sur ma relation? Je veux que tu entendes bien ce que je vais te dire parce que ça se veut libérateur. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. La bonne volonté seule ne résiste jamais à une vie bien remplie. C'est ça la réalité. Et en 2026, il y a très peu de gens qui n'ont pas une vie bien remplie. Jamais la bonne volonté ne résiste à un planning chargé. Et c'est la nature humaine. La psychologue Wendy Wood, qui étudie les habitudes depuis plus de 30 ans, a montré que
que près de la moitié de ce qu'on fait chaque jour, environ 43%, on le fait de façon automatique, sans décision consciente, simplement déclenché par notre environnement et nos routines. Autrement dit, ta volonté ne pilote qu'une toute petite partie de ta vie. Tout le reste, c'est ton environnement qui le décide à ta place. Compter sur ta seule volonté pour t'occuper de ta relation, de ton couple, c'est donc miser sur la portion la plus faible et la plus épuisable de toi-même. On en a parlé dans le dernier épisode. Le couple, c'est la seule chose de notre journée qui n'a pas de patron, pas d'échéance, pas d'alarme qui sonne. Tout le reste crie pour avoir ton attention. Lui, il attend en silence, patiemment. Alors quand le soir arrive et que tu es vidé, c'est pas vers le couple que va ton énergie, c'est vers tout ce qui réclame plus fort ton attention. Et c'est de la mécanique. Te reposer sur ta volonté pour ça, c'est comme te jurer de manger sainement alors que ton placard ne contient que des biscuits Nutella. Ou des biscuits Kinder. Vous avez goûté, mon Dieu, les Kinder, mon Dieu, quelle folie ce truc. Bref, on y revient. On y reviendra à un autre moment. Tu peux tenir en 3 jours à la force du poignet quand tu décides de manger sainement. Mais un soir de fatigue, tu craques et tu te sens nul. Alors que le problème n'a jamais été la volonté. Le problème, c'est le contenu du placard. Et c'est là que je veux te faire entrer dans ma tête de coach. Parce que c'est le principe le plus important de tout mon métier. Celui que j'applique absolument à tous les objectifs. Avec toutes les femmes que j'accompagne, on n'atteint pas un objectif à la force de la discipline. La discipline, c'est un carburant qui s'épuise. On atteint un objectif en aménageant son environnement pour que le bon comportement devienne le chemin le plus facile à prendre. James Clear, dans son livre Un rien peut tout changer, le résume par une phrase que j'adore. Tu t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Mon travail, c'est pas de te donner plus de volonté, c'est de faire en sorte que tu aies beaucoup moins besoin de ta volonté. Je passe mes journées à faire ça dans tous les domaines de la vie. Une femme veut se remettre au sport le matin, on va pas travailler sa motivation qui sera à plat à 6h30. On prépare ses affaires la veille au soir, posées sur la chaise, les baskets prêtes pour qu'au réveil, la chose la plus simple à faire, ce soit d'y aller. Pour certaines d'entre elles, je leur dis même de dormir dans la tenue de sport. Une autre veut arrêter de grignoter le soir. Je lui demande pas de résister héroïquement chaque nuit. On rend les tentations difficiles d'accès, les bonnes choses faciles à attraper. Une autre veut progresser en anglais. Elle va pas s'imposer une appli de merde qui va l'ennuyer, qu'elle va lâcher au bout de 2 semaines. Elle va dévorer une série ou un roman qui la passionne dans la langue qu'elle veut apprendre. À chaque fois, le même principe. On force pas, on rend facile ce qu'on veut faire et un peu plus compliqué ce qu'on veut éviter. Les chercheurs en sciences du comportement le répètent depuis des décennies. Ton environnement décide de tes comportements bien plus sûrement que ta volonté. Et bon, ton couple, c'est exactement, mais alors exactement la même chose. Le problème, c'est jamais, enfin, en tout cas, rarement ton amour. Si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de problème d'amour. Le problème, c'est que personne ne t'a jamais appris à construire une petite structure pour que l'attention à l'autre devienne le chemin le plus facile, au lieu de la laisser dépendre de ton énergie du moment. On a tout posé sur du sable, sur de la bonne volonté et du hasard. Et ce qu'on laisse au hasard, la vie l'emporte. Bon. Voilà ta première question à poser ce soir à la personne qui partage ta vie. Qu'est-ce qui, dans notre quotidien, rend plus difficile de prendre un vrai moment juste pour nous deux? Et qu'est-ce qu'on pourrait enlever, alléger, déplacer pour que ce soit plus simple? Tu remarques, tu cherches pas plus de volonté, tu cherches moins de friction. C'est une autre façon de voir. Alors concrètement, à quoi ressemble cette structure? La méthode tient en une idée toute simple et 3 règles qui font la différence. Alors, c'est possible qu'au fur et à mesure de mes recherches, je vienne ajouter d'autres règles, donc ça fera l'objet de d'autres épisodes de podcast. L'idée, c'est de créer un petit rendez-vous d'attention régulier, un moment où tu reposes exprès ton attention sur l'autre et inversement. Attention, je ne parle pas d'un grand dîner romantique en chandelle 2 fois par an. C'est ça qui plombe en fait. Il faut absolument qu'on parte en date, il faut absolument qu'on ait un rendez-vous, il faut absolument qu'on aille dans tel café, dans tel restaurant, ou tel hôtel. C'est pas la peine d'organiser, d'avoir un truc à organiser pendant des semaines, et bien qui finit par sauter parce qu'on n'a pas trouvé la babysitter. Je te parle d'un petit rendez-vous simple qui revient, qui devient peu à peu un rituel rien qu'à vous. Quelque chose d'aussi naturel à terme que de bosser les dents le soir. Première règle, il doit être régulier. Je le dis avec force, donc je vais le redire avec force. Il doit être régulier. C'est la régularité qui fait tout, pas l'intensité. Un couple ne se nourrit pas d'un festin une fois par an, il se nourrit de petites bouchées fréquentes. John Gottman, dont on a parlé, appelle ces petits rendez-vous réguliers des rituels de connexion. Et il a observé que les couples les plus solides les protègent comme des trésors.
Un rendez-vous chaque semaine qui revient toujours à peu près au même moment vaut infiniment mieux qu'une soirée exceptionnelle dont vous rêvez depuis 3 mois mais qui n'arrive jamais. Parce que ce qui est régulier devient un repère et ce qui est un repère, tu n'as plus à décider de le faire, tu n'as plus à trouver la motivation chaque fois. Ça se fait tout seul, comme un réflexe. Dans mon métier, on a une phrase: ce qui n'est pas programmé n'arrive pas. Le couple ne fait pas exception. Ce que tu poses dans ton agenda existe, le reste, tu te contentes de l'espérer. Deuxième règle. Celle-là, elle va peut-être te surprendre. Il doit être minuscule, petit, court. 15 minutes, c'est bien. Et je vois déjà ton sourcil se lever. 15 minutes, c'est tout. Oui, et c'est précisément pour ça que ça va marcher. Le chercheur de Stanford, B.J. Fogg, a qui a bâti toute une méthode autour des toutes petites habitudes, dit une chose complètement contre-intuitive. Pour qu'une habitude s'ancre durablement, il faut la rendre ridiculement petite, si petite qu'on puisse pas dire non. Parce qu'un rendez-vous de 15 minutes, tu le tiendras même un mardi soir, crevé, même une semaine de folie, même quand tout va trop vite, alors qu'une soirée entière, tu vas la repousser toujours au moment plus calme, au moment qui, soyons honnêtes, n'arrivera jamais. Plus c'est petit, moins il y a de friction et plus ça dure dans le temps. On bâtit pas une habitude solide sur de l'exploit, mais sur du facile, du répété encore et encore. Le petit qui revient bat toujours le grand qui se fait attendre. Deuxième règle. Et c'est celle que presque personne ne connaît, pourtant c'est celle qui change absolument tout. Ton rendez-vous doit être déjà rempli. C'est-à-dire que tu dois surtout pas arriver devant l'autre en te demandant: «Bon, alors de quoi on parle, hein?» Parce que ce blanc-là, c'est la friction qui tue tout. Tu vois très bien de quoi je parle. Vous décidez enfin de prendre un moment pour vous deux, vous vous asseyez face à face, là en silence, et au bout de 2 minutes, par réflexe, on se met à parler des enfants, du planning, du truc à régler, parce qu'on n'avait rien d'autre sous la main. Le rendez-vous est là, mais l'attention retombe sur la logistique, comme toujours. Le secret des couples qui tiennent ce genre de rituel pendant des années, c'est qu'ils n'ont jamais à réinventer quoi se dire. Ils ont un fil, une question, une entrée, quelque chose qui donne à leur attention un endroit précis et beau où se poser. C'est exactement ce que James Clear appelle le bon système. Quelque chose qui t'évite d'avoir à décider et à puiser dans ta volonté à chaque fois. Et là, la magie opère parce qu'au lieu de gérer, on se découvre. C'est exactement sur cette troisième règle que je pense qu'on se trompe. On croit on a déifié la spontanéité. Si je dois dire à l'autre ce que je veux comme cadeau, ça compte pas, c'est moins bien, c'est nul. Les études montrent que les personnes qui disent clairement ce qu'elles veulent comme cadeau ont un niveau de satisfaction beaucoup plus élevé, que la personne qui donne le cadeau ressent un plaisir beaucoup plus grand et que la complicité s'en trouve renforcée. Je pense qu'il faut démystifier en fait cette espèce de rapport où il faut que ça nous tombe dessus, et cetera. Je pense que quand quelque chose est important pour nous, ça vaut la peine de préparer, quelques sujets dont on a envie de parler. Et puis, si au bout d'un moment d'autres sujets surviennent naturellement, c'est cool. On n'aura pas utilisé ce qu'on a préparé. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien d'avoir une petite liste de choses qu'on aimerait aborder à 2. Et j'ai reçu plusieurs messages depuis que j'ai commencé de DM, depuis que j'ai commencé à parler plus du couple, où on me demandait si j'avais changé de direction, si j'étais maintenant coach en relation. Non, je demeure mindset coach mais je pense que certaines périodes se prêtent certains à certains sujets. Je pense que le moment est profondément stratégique. D'abord parce qu'à ce stade de l'année, soyons honnêtes, tu es probablement lessivée et tu es pas la seule. La fin de l'année scolaire, c'est un marathon pour tout le monde. C'est fou comment, au moment où les enfants commencent à être crevés à la fin de l'année scolaire, nous aussi, on est crevés. Le réveil le matin aussi est plus difficile. Et puis, il y a quelque chose de lié au changement de saison, à l'ajustement du corps, au changement de luminosité, etc. Et donc, la fin de l'année scolaire, c'est un marathon pour tout le monde. Si tu as des enfants, tu connais la litanie, les fêtes de fin d'année, les spectacles, les cadeaux pour les maîtresses, les inscriptions pour l'année prochaine, le cerveau qui ne s'arrête jamais. Et si tu as pas d'enfant, tu y échappes pas non plus, hein. C'est l'accumulation de toute une année, les bilans, des dossiers à boucler avant l'été, la fatigue qui s'est entassée mois après mois sans qu'on ait vraiment soufflé. Je plaide coupable pour celle-là. On arrive en juin, la jauge est rouge.
Et ça, c'est pas un détail pour le couple, c'est même au contraire central parce que quand on est épuisé, c'est pas seulement notre énergie qui baisse, c'est notre capacité à aimer bien. La chercheuse Amy Gordon avec Serena Chen a étudié précisément ce qui se passe dans un couple quand l'un des deux est à plat ou a mal dormi. Les résultats sont sans appel, hein. On devient plus irritable, on a moins d'empathie, on capte beaucoup moins les signaux d'émotion de l'autre et les petits accrochages dégénèrent plus vite. On se sent moins reconnaissant envers la personne qu'on aime. Et le plus frappant, c'est que ça ne reste pas chez celui qui est fatigué, ça déteint sur les deux. La mauvaise nuit de l'un abîme la journée des deux. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Quand on est fatigué, on n'aime pas moins, mais la fatigue vole sans bruit la patience, la tendresse, la disponibilité. Elle touche pas l'amour, elle touche la capacité à faire passer l'amour. Et c'est exactement pour ça que c'est le bon moment d'en parler. Les vacances, même si tu n'es pas activement en vacances, même si tu n'as pas posé tes vacances, il y a un ralentissement évident du rythme. Cette période de l'année, c'est la seule période où la grande machine du quotidien ralentit pour de vrai. Les réveils sont moins violents, les agendas se desserrent, il y a les vacances, il y a les soirées qui s'étirent, il y a un peu plus d'espace, il y a un peu plus d'air autour de tout le monde. Et quand on veut installer une nouvelle habitude, il y a une règle d'or que j'applique tout le temps. On l'installe au moment où la friction est la plus basse. C'est pas à la rentrée ou au 1er janvier qu'il faut installer des habitudes. C'est quand on a de l'espace. On se lance pas dans une routine en pleine tempête, ça serait la condamner à l'échec, ça serait se condamner à l'échec. On profite de l'accalmie pour la mettre en place tranquillement, le temps qu'elle prenne racine. Et là, la science du comportement va même plus loin. Les chercheurs Cathy Milcan, Shen Dai et Jason Rees ont mis en évidence ce qu'ils appellent l'effet du nouveau départ. On a beaucoup plus de chances d'en créer une nouvelle habitude quand on la fait coïncider avec un repère temporel, un début de semaine, un début de mois, un début d'année, un anniversaire, des vacances. Ces moments créent comme une page blanche, ils nous détachent de nos petits ratés passés et nous donnent une énergie de commencement. Et détail savoureux, ils ont même montré que le 1er jour du printemps fonctionne mieux qu'un jeudi ordinaire de mars. Une date pour autant identique à une date pour autant identique, simplement parce qu'on est naturellement attiré par le début. L'été et les vacances, c'est exactement ce genre de porte grande ouverte. Si tu attends septembre, la reprise, la machine qui s'accélère d'un coup, tu vas repousser encore et encore comme on repousse toutes les bonnes résolutions au mauvais moment. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que comme le rythme ralentit pendant les vacances, on se sent plus connecté, on se sent plus proche, on se dit wow, c'est bon, on est reparti. On n'installe pas de nouvelles routines parce qu'on ne veut pas briser le moment, etc. Mais quand septembre revient avec son environnement et l'environnement déterminant nos réactions, nos conditionnements et nos comportements, les comportements qu'on ne voulait plus reviennent. Si tu installes ce petit rendez-vous d'attention maintenant, eh ben, pendant que c'est facile et léger, alors quand la vie reprendra son rythme effréné, l'habitude sera déjà ancrée automatique et elle tiendra justement parce que tu l'auras créée quand c'est simple. Et il y a une autre raison plus tendre. L'été, on goûte souvent un avant-goût de ce que ça fait de se retrouver quelques jours de vacances, le rythme qui tombe, et soudain on redécouvre l'autre. On se surprend à dire ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux. Le piège, c'est que cette sensation merveilleuse s'évapore parfois quand on remet le pied dans le tourbillon du quotidien. Chaque année, on laisse filer. Et cette fois, l'idée, c'est d'attraper la sensation pendant qu'elle est là à portée de main et de lui construire une maison pour qu'elle reste un lieu au lieu de la regarder s'envoler. Si ta deuxième question est celle-là, elle se vit autant qu'elle se réfléchit. Si on s'offrait un petit rendez-vous rien qu'à nous chaque semaine, dès cet été, ce serait quand et à quel moment de la semaine? Et surtout, ça ressemblerait à quoi pour toi? Il faudrait quoi pour que tu aies vraiment hâte d'y être? Posez ces questions et construisez la réponse ensemble. Vous venez déjà de faire un super, super pas. Et maintenant, je vais te dire pourquoi tout ça compte tellement bien au-delà de ton histoire d'amour. Parce que c'est là que je redeviens pleinement Success and Mindset Coach, celle que je suis, celle qui t'accompagne vers tes objectifs et la vie que tu veux construire. Depuis 7 ans que j'accompagne des femmes, je vois la même chose se dessiner encore et encore. La qualité de leur couple, pour celles qui sont en couple, hein, évidemment, la qualité de leur couple a un impact direct et énorme sur la qualité de tout le reste de leur vie. Une femme qui, à la maison, a un endroit chaud, sûr, un endroit où elle est aimée, soutenue, doute moins.
Elle ose plus, elle se relève plus vite quand elle se prend un mur, elle déploie une ambition plus large parce qu'elle sait qu'elle a sous les pieds un socle qui la porte et qui la rattrape en cas de chute. Et c'est pas qu'une intuition de coach, hein. C'est l'une des idées les plus solides de la psychologie. Les chercheurs ont étudié l'attachement. John Bowlby et Mary Ainsworth ont mis un nom sur ça. Ils parlent de base de sécurité. L'idée, c'est que c'est justement parce qu'un enfant a une base sûre, quelqu'un vers qui il sait pouvoir retenir, qu'il ose s'éloigner pour explorer le monde. Et ça ne s'arrête pas à l'enfance, ça vaut toute la vie. Quand ton couple est cette base de sécurité, ce lieu où tu sais que tu seras toujours accueilli, tu oses davantage dehors. Et quand tu es célibataire, c'est là que ta famille, tes amis, tes proches prennent encore plus d'importance pour être ta base de sécurité. C'est tout le cœur de mon approche. On répète souvent aux gens qu'il faut sortir de leur zone de confort. Enfin, moi, je pense le contraire. Je pense que la zone de confort est un tremplin. Plus elle est large, plus elle est solide, plus tu peux sauter loin. Et il y a rien qui élargisse autant une zone de confort que d'avoir un lieu de retour, un endroit où, quoi qu'il se passe dehors, dans le monde, dans ton travail, dans tes défis, tu sais que tu seras accueilli. Et quand on coupe ce lieu-là, tu te projettes plus loin, tu prends plus de risques. Tu as compris l'idée. Et c'est pour ça que ce minuscule rendez-vous d'attention vaut tellement plus que les 15 minutes qu'il coûte. Quand tu fais ça, tu prends pas seulement soin de ton couple, tu solidifies la fondation sur laquelle tu construis le reste. Ton couple respire. Un couple qui respire, c'est ton ambition qui est propulsée. Et je parle de tout ça parce que Frédéric et moi, quand on s'est rencontrés, on avait tous les deux divorcé. On a deux fortes personnalités, des histoires derrière nous, et on est arrivé sans mode d'emploi, comme je l'ai dit dans un de mes réels. Et très vite, j'ai compris une chose qui a beaucoup influencé la dynamique entre nous. Attention, je le répète encore et encore, j'ai aucune velléité de nous ériger en exemple, en référence, en modèle. L'amour par essence, c'est fragile. Je crois pas qu'il y ait de modèle et de référence. Je ne crois pas qu'il y ait de couple dont on soit sûr à 100% qui va durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous donner un exemple de ce que moi j'ai fait et de la psychologie qu'il y avait derrière. J'ai compris une chose, c'est que si on attendait de se disputer pour vraiment se connaître, parce que souvent c'est à ça que sert la dispute, il y a une dispute au moment où on ignore quelque chose sur l'autre, on va aller le choquer et bim, ça va faire des étincelles. Si on attendait les disputes pour vraiment se connaître, bah, enfin, ça prendrait trop de temps et peut-être qu'on irait droit au mur. Euh, alors, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai été une stratège. C'est quelque chose qui m'est beaucoup, beaucoup objecté. Et j'ai souvent l'air d'être une calculatrice, même en amour, mais je me définis comme une stratège. Et donc, j'ai commencé à créer exprès des moments pour me poser les bonnes questions avec lui, pour qu'on se pose les bonnes questions au calme, pour comprendre avant qu'un différend ne survienne. Et quand j'ai vu chez tellement de femmes que j'accompagne le poids silencieux que représentait l'absence de ces moments, j'ai je me suis dit que ça valait la peine que je fasse plus de contenu sur le sujet et que je fasse des épisodes de podcast sur le sujet. Voici ta troisième question. Heu Est-ce qu'avec moi, tu te sens assez en sécurité pour oser des choses dans ta vie, des projets, des rêves, des objectifs? Qu'est-ce qui te donnerait encore plus cette sensation d'avoir une base solide sous les pieds? Tu vas voir, ces questions-là, elles disent quelque chose d'énorme. Heu, Elles disent à l'autre qu'il compte pour toi et il dit et la réponse dit: «Ce qu'on construit ensemble me porte». Bon. Bah, écoute, je veux que tu repartes de cet épisode en comprenant que tu as une méthode, un petit rendez-vous d'attention régulier, minuscule, déjà rempli, posé sur ta vie au moment le plus facile de l'année pour qu'il prenne racine et je veux que tu repartes avec, ce soulagement. Tu as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as pas à fournir un effort surhumain, tu as pas à culpabiliser pour quoi que ce soit. Il suffit juste d'installer une petite mécanique simple et douce et de la laisser faire son travail. Quand l'amour est déjà là, il attend souvent juste qu'on lui fasse un petit peu de place.
J'espère que tu auras des idées pour créer ces rendez-vous réguliers. Je te laisse là. J'espère que cet épisode t'a plu autant qu'il m'a plu de l'enregistrer. S'il t'a plu, partage-le avec ta bestie que tu aimes d'amour, qui en a probablement autant besoin que toi. Et d'ici là, je te retrouve pour le prochain épisode du Journal intime du succès. Non, j'y crois pas. On a déjà terminé. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. Et si ça vous a réellement plu, pensez à vous abonner à ce podcast et surtout, à nous laisser un avis ou un commentaire selon la façon dont vous l'appelez. Mais vous avez compris l'idée et je vous retrouve dans le prochain épisode. Je suis déjà excitée comme une puce.